Donc, la plasticité est la base neurophysiologique de la prise en charge rééducative et c'est ce qui fait qu'il y a eu toutes les nouvelles techniques de rééducation qu'on va essayer de citer. Alors, nous avons la rééducation par la robotique, par l'imagerie et par le geste mental, l'imagerie motrice, par la thérapie miroir et bien sûr beaucoup d'autres concepts dans la prise en charge des AVC ont vu le jour. On va s'intéresser à notre thérapie miroir, le principe étant le même, on va agir par l'activation du neurone miroir quand on observe le geste dans le miroir. Le feedback est augmenté et on fait croire au patient que sa motricité est meilleure que ce qu'elle est. Mais pour cela, la motivation du patient est essentielle. Bonsoir tout le monde. Je remercie surtout les membres de la Société algérienne de kinésithérapie pour cette invitation et nous allons débattre aujourd'hui de la thérapie miroir dans son intérêt et bien sûr ses aspects pratiques. Nous allons tout d'abord en introduction rappeler quelques notions fondamentales qui vont nous permettre de comprendre le principe de cette thérapie. Il faut savoir que les progrès en neurosciences ont permis de grandes avancées dans la connaissance des mécanismes de plasticité cérébrale et de réorganisation corticale. Le cerveau d'un adulte n'est pas figé. Il évolue aussi bien vers la dégradation que vers la construction grâce à la plasticité. Nous rappelons ici la cartographie, la représentation cartographique du corps humain sur le cerveau à travers l'homonculus de Penfield. Ainsi, à la suite d'une lésion du membre supérieur, par exemple, les afférences sensorielles et les ordres moteurs vont être perturbés. Il va en résulter un remodelage de cette représentation corticale. Grâce à l'IRM fonctionnel, les phénomènes de plasticité cérébrale ont bien sûr été mis en évidence. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est admis que le cerveau est un système dynamique en perpétuelle reconfiguration. Bien sûr, s'il n'y a pas de naissance de nouveaux neurones, il y a constamment la formation de nouvelles synapses et de dendrites. Donc, des interconnexions neuronales sont en perpétuelle construction. Et ceci grâce aux informations afférentes ou efférentes. Plus il y a d'informations, plus il va y avoir une interconnexion. Et c'est comme ça que maintenant, il est admis que le cerveau d'un individu et qui est soumis à un excès ou bien à un défaut de stimulation va modifier sa structure, donc ultérieure. Grâce à la plasticité cérébrale et grâce à ces connaissances, des techniques de rééducation ont été mises en place qui vont exploiter cette plasticité et réguler le fonctionnement du système nerveux central. Cette plasticité se met en place grâce à la stimulation, grâce à l'entraînement et à la lésion elle-même. Il va en résulter une réorganisation du cortex moteur et bien sûr, les conséquences de cette plasticité, c'est qu'il va y avoir un apprentissage et de la récupération. À travers cette image, en microscopie électronique, grâce à des activités d'action répétée, d'exercices de répétition, nous allons remarquer cette structure neuronale qui se densifie de plus en plus au fur de l'évolution. Cette neuroplasticité est aussi responsable de la modification de la connectivité. Donc, ici va être représenté un certain nombre de neurones. S'il y a une lésion de l'un d'entre eux, donc il va y avoir une régression des terminaisons nerveuses et de la transmission de l'influx nerveux, les neurones à côté vont essayer de prendre le relais et s'adapter à la nouvelle situation. Et ceci, bien sûr, à travers un remodelage des connexions synaptiques. Et c'est pour cela que des techniques de rééducation ont été mises en place, à savoir la thérapie miroir, la réalité virtuelle, les tâches répétitives ou bien les tâches par imitation, c'est-à-dire quand on observe l'autre faire une action,
on va la faire également. Ces images en IRM fonctionnel vont montrer un exemple, vont illustrer un exemple très significatif de cette plasticité. Vous avez ici le cerveau de sujet contrôle et ici, vous avez le cerveau d'une personne qui vient de faire un AVC et avec une atteinte de la main droite. Ici est représentée la main droite 2 jours après l'AVC, 5 jours et 10 jours après l'AVC. La main gauche non affectée est représentée sur cette image en bas. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une modification des cartes motrices de la main droite. C'est-à-dire que le fait de vouloir bouger la main droite va mobiliser et recruter d'autres zones au niveau du cerveau et donc et même au niveau de l'hémisphère opposé. Le deuxième concept à côté de la plasticité cérébrale, c'est le concept de neurones miroirs. On va essayer de le rappeler ici. Cette découverte des neurones miroirs a permis une avancée essentielle dans la compréhension des mécanismes d'excitabilité neuronale. Ce sont des chercheurs italiens en 1990 qui ont compris que ces neurones sont activés lors de l'observation d'une action qui est réalisée par une autre personne. Ce sont ces phénomènes-là de neurones miroirs qui expliquent lorsque vous regardez une personne qui bâille, vous avez également envie de bâiller. Ou bien, c'est aussi les neurones de l'empathie. Quand on observe quelqu'un subir, par exemple, un geste agressif, le simple fait de le voir, donc, va créer chez la personne qui observe la réaction, la grimace, comme vous le connaissez. Sur cet IRM fonctionnel, nous observons un sujet donc qui boit, qui prend quelque chose d'acide par exemple, et le cerveau de la personne qui observe est activé exactement de la même manière que la personne qui subit l'action. Et c'est comme ça qu'on appelle les neurones miroirs, sont appelés les neurones de l'empathie. Donc c'est quelque chose de réel qui est prouvé par l'imagerie magnétique fonctionnelle. Pour revenir à notre thème, le principe de la thérapie miroir est donc de proposer aux patients de réaliser un mouvement en observant le reflet de la main saine dans un miroir, tandis que la main pathologique, la main douloureuse, est cachée derrière ce miroir. Grâce à cette thérapie, le cerveau va avoir l'impression de voir 2 mains normales. L'effet rééducatif et antalgique de cette illusion sont d'autant plus puissants que comme si les mains faisaient le mouvement de façon normale. Le feedback visuel qui est produit va compenser le feedback sensitif comme si le patient réagissait de façon tout à fait normale, comme on vient de le dire. Cette technique a été développée déjà en 1995 par le docteur Vilaynur Ramachandran à l'Université de Californie à San Diego. Il s'agit d'un neuroscientifique qui est connu pour ses travaux en neurologie comportementale. Cette méthode a été expérimentée pour la première fois sur des patients sur des patients amputés plus exactement, qui souffrent de douleurs fantômes. L'objectif étant toujours de donner l'illusion au cerveau que le membre est toujours là. Dans ce premier chapitre, dans cette première partie de cet exposé, on va voir les effets de la thérapie miroir dans les amputations et comment la mettre en place. Nous rappellerons qu'à la suite d'une amputation, la plupart des patients vont ressentir l'existence de ce qu'on appelle un membre fantôme. Elle est estimée entre 80 et 90%. Ce membre fantôme peut être non douloureux, mais il peut être aussi, en deuxième situation, très douloureux. La plupart des patients vont ressentir cette douleur, des fois tout de suite après l'anesthésie, donc directement après l'acte chirurgical. Chez d'autres patients, cette douleur va apparaître quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, et même plusieurs années après l'amputation.
Et la sensation, il faut savoir que cette sensation fantôme ou cette douleur fantôme va être différente d'un individu à un autre. Donc, pour récapituler, elle va apparaître à une fréquence différente, avec une intensité différente et une forme différente. Alors, ici sont illustrées toutes les formes qui peuvent se voir. Il peut s'agir d'une décharge électrique, d'un arrachement, d'une lourdeur, d'une douleur en étau, de fourmillement. Toutes les sensations, types de sensations peuvent se voir. Ces sensations vont être vives et surtout, elles vont persister, d'autant plus que l'amputation résulte d'un accident traumatique ou bien d'une maladie qui a causé la douleur. C'est ce qu'on appelle la mémoire douleur. Et dans environ 20% des membres, dans 20% des cas, le membre fantôme va se raccourcir et le pied, par exemple, qui a été amputé, va se rattacher directement au moignon de cuisse qui reste, et c'est ce qu'on appelle un phénomène de télescopage. Quand il y a amputation, le schéma corporel dans le cortex, il est toujours là et serait essentiellement l'une des causes des membres fantômes. Donc, la représentation de la surface, il faut, ici, nous allons donner un exemple. La main est proche de la face. Chez un patient amputé, par exemple, le fait de toucher le visage peut activer la zone faciale, bien sûr, mais aussi la zone de la main, selon la carte donc de Penfield. La thérapie miroir et la réalité virtuelle vont permettre de modifier ce schéma visuel, ce schéma corporel, grâce au feedback visuel. Le cerveau va estimer que le membre fantôme répond correctement. Donc, c'est un leurre du cerveau. Des auteurs américains, dans un essai de 22 patients, ont tenté de comparer les effets sur la douleur de la thérapie. L'évaluation s'est faite après 4 semaines de séances quotidiennes et la douleur était évaluée sur une échelle VA. Et on a remarqué que la douleur a diminué de 54 à 13 mm. Donc, une diminution également du nombre d'épisodes douloureux. Dans une autre étude, donc, on a essayé aussi de voir l'efficacité de cette thérapie. On a utilisé la thérapie pendant 10 minutes par jour pendant environ 4 mois. Et il y avait une amélioration significative de la douleur après la thérapie miroir, soit une amélioration de 30%. Comment se déroule une séance, donc, type? Un exemple, le patient amputé transtibial d'un membre inférieur s'installe sur un lit en position assise, comme vous le voyez sur l'image. Il garde ses genoux en extension, il doit être surtout détendu et bien concentré. Entre les membres, on va placer, bien sûr, quand il s'agit d'une amputation du membre inférieur, on va placer un miroir. Et le patient va effectuer un mouvement du membre sain en regardant son reflet dans le miroir. Il va s'imaginer que c'est le mouvement du membre amputé. Dans la thérapie miroir, croire, c'est voir. La durée d'une séance est d'environ de 15 minutes. On fait 5 à 4 fois par semaine et la thérapie minimale est de 4 semaines. Donc, la même chose, la même position, le membre inférieur, le choix libre est laissé au kinésithérapeute de faire des exercices avec objet ou sans, et bien sûr, la coopération et la concentration du patient est absolument nécessaire. Ici, la même chose au niveau du membre supérieur. Donc, l'effet en faisant des mouvements est d'autant meilleur pour le résultat final. Quelques cas cliniques qui sont rapportés, donc des sujets avec des amputations d'origine différente, et tous ont rapporté une amélioration et donc de l'évolution de la douleur qui passe de 5 à 2, de 6 à 0, et même une disparition complète de la douleur. Les exercices sont pratiqués selon un protocole donc standard. Néanmoins, chaque patient a besoin d'une thérapie adaptée selon les symptômes qu'il présente. La plupart des patients constatent une amélioration progressive et ils trouvent cette thérapie agréable donc et facile à utiliser. En résumé, thérapie miroir et amputation, elle est accessible, elle n'est pas chère,
Elle nécessite principalement de la concentration. Les séances doivent être courtes, maximum 30 minutes. Et les indications, c'est surtout pour obtenir la non-douleur, obtenir l'antalgie, mais aussi fonctionnelle. Bien sûr, il y a lieu de multiplier les études dans l'avenir pour voir quelle est la place principale de cette thérapie. Notre deuxième volet, ça concerne la thérapie miroir et l'hémiplégie. Comme vous le savez, l'AVC et l'hémiplégie, c'est la première cause d'handicap chez l'adulte dans le monde. Et l'atteinte du membre supérieur après AVC est souvent sévère et persistante. Ceci va retentir sur les sujets dans les nombreux actes de la vie quotidienne et ça va constituer un enjeu important pour le rééducateur. Donc, comme on a dit, 80% vont avoir une atteinte du membre supérieur et bien sûr, il existe une forte corrélation entre la récupération fonctionnelle et la sévérité du déficit initial. Seulement 30 à 40% vont récupérer une légère préhension. Celle-ci se fait entre 3 et 6 mois, voire plus. Le membre supérieur est important parce qu'il fait beaucoup d'activités, activités bimanuelles, des activités qui nécessitent de la force, des activités qui nécessitent de la dextérité et aussi de la rapidité. Donc, tout dépend des actes qu'on va faire. Et c'est pour ça que la récupération du membre supérieur est importante. Donc, la stratégie de rééducation, c'est quoi? C'est tout faire pour récupérer avant d'aller vers les moyens de compensation. Bien sûr, il y a plusieurs méthodes rééducatives, l'apprentissage, la récupération des amplitudes, de la fonction, l'inhibition de la spasticité. Mais les nouvelles approches sont basées sur la plasticité, comme on va le voir. Bien sûr, les techniques classiques que vous connaissez, basées sur des programmes de réapprentissage moteur, les techniques de neurofacilitation, mais celles-ci restent, ils ont peu d'effet sur l'autonomie et surtout sur la qualité de vie. Comment on va expliquer les postulats neurologiques pour la thérapie miroir? Donc, j'ai préféré faire ce petit rappel. Quand un AVC survient, donc vous avez ici à 1 minute, au niveau cérébral à la phase aiguë, il existe le tissu cérébral qui est lésé par l'AVC et il existe une zone de souffrance tout autour. Ici, vous avez la lésion en rouge et vous avez tout autour la zone de ce qu'on appelle la pénombre. La zone de souffrance, c'est une zone de souffrance ou zone de pénombre ischémique autour de ce tissu lésé. Cette zone va pouvoir disparaître, diminuer grâce au rétablissement des paramètres hémodynamiques. Par contre, si l'ischémie persiste, la zone lésée va se nécroser et les cellules tout autour, qui sont ici, de ce tissu nécrosé, vont être sous-sollicitées. Elles vont alors réaliser ce qu'on appelle un suicide cellulaire ou bien fuir carrément. Et c'est pour ça qu'il est très important d'agir sur un AVC dans les 6 heures. Ça, c'est pour le côté, bien sûr, médical. Et cette zone, pour éviter que cette zone aussi qui était dans la pénombre, qu'elle se nécrose, on va utiliser des leurres. On va faire croire à ces cellules qui étaient dans la pénombre qu'elles sont utiles pour éviter leur mort. Et donc, pour éviter cette fuite, il apparaît nécessaire de guider ces cellules vers une région cérébrale utile fonctionnellement. Et pour favoriser cette plasticité, on préconise la précocité de la prise en charge. C'est vraiment essentiel. Donc, la plasticité est la base neurophysiologique de la prise en charge rééducative et c'est ce qui fait qu'il y a eu toutes les nouvelles techniques de rééducation qu'on va essayer de citer. Alors, nous avons la rééducation par la robotique, par l'imagerie et par le geste mental, l'imagerie motrice, par la thérapie miroir et bien sûr, beaucoup d'autres concepts dans la prise en charge des AVC ont vu le jour. On va s'intéresser à notre thérapie miroir, le principe étant le même, on va agir par l'activation du neurone miroir quand on observe le geste dans le miroir. Le feedback est augmenté et on fait croire au patient que sa motricité est meilleure que ce qu'elle est. Mais pour cela, la motivation du patient est essentielle.
En pratique, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de protocole défini, c'est-à-dire un protocole qui a fait le consensus. On va essayer de faire 30 minutes par jour pendant au moins 4 semaines, des mouvements du membre supérieur qui doivent être répétés. On va faire différents types de mouvements, que ce soit des gestes ou des actes bimanuels, et le patient peut le faire seul ou bien en présence du thérapeute. Plusieurs études sont rapportées. Les premières sont celles d'Altschuler en 99 et Azuver en 2008. Donc, le protocole étant toujours la même chose, 30 minutes par jour, en plus du traitement habituel, 5 jours par semaine pendant au moins 4 semaines, et on a remarqué une meilleure motricité, une meilleure autonomie entre 1 et 6 mois. Bien qu'il y a des variabilités entre individus, et ceci, bien sûr, va être dû à la différence des localisations de lésions, mais l'essentiel est que ça a montré des effets positifs sur les capacités du membre supérieur. De façon générale, l'utilisation de la thérapie miroir a eu des résultats convaincants, que ce soit pour le membre supérieur ou le membre inférieur, mais elle est employée en complément d'une rééducation classique. Les derniers travaux de 2014 ont essayé de tester toujours la récupération des patients en employant la thérapie miroir. Et dans cette étude, on a remarqué que cette thérapie est davantage destinée aux patients les plus faibles qui ne bénéficient pas d'une récupération motrice forte. Paradoxalement, ce sont les patients qui n'ont pas une forte récupération motrice, une forte récupération, qui vont en bénéficier. La dernière revue de la Cochrane de 2018 a montré un niveau élevé de preuves dans le traitement des AVC. Cette revue de la Cochrane a essayé de montrer comment on va l'utiliser vraiment sur le plan pratique, et on a conclu qu'il faut avoir un grand miroir, qu'il faut exécuter des mouvements unilatéraux et que les exercices sans objet sont plus intéressants. Dans la dernière méta-analyse de 2016, il est recommandé de réaliser des sessions de 20 minutes 5 fois par semaine pendant au moins 4 semaines. Au total, la thérapie miroir et l'AVC, on peut l'employer. Bien sûr, les résultats vont être différents en fonction de la lésion initiale. Et bien sûr, les essais sont également plus nombreux du fait de la grande variabilité des capacités motrices, sensorielles ou cognitives. C'est un concept très, très intéressant, assez séduisant, qui est facile, qui est peu coûteux. Il y a eu de publications nombreuses et il y a bien sûr à la fois l'effet ontalgique et l'effet sur la récupération motrice. Le troisième aspect, c'est la thérapie miroir dans le syndrome douloureux régional complexe, SDRC, ou algodystrophie, qui est le troisième grand chapitre où on peut utiliser cette thérapie. Comme vous le savez, dans le SDRC, il y a des altérations de la perception du membre douloureux, à la fois sur le plan sensoriel. Il y a des anomalies de perception de la taille du membre. On a l'impression que le membre est lourd, qu'il est gros, qu'il est vraiment épuisant, on ne peut plus le supporter, mais aussi sur le plan émotionnel. Le patient est dégoûté, il est fatigué de sa douleur et il y a même eu des désirs d'amputation, c'est-à-dire que tellement le syndrome s'est étalé et la douleur a été très épuisante sur le plan psychogène que le patient veut que son membre soit amputé. Le décalage entre les informations visuelles et les informations proprioceptives sont la source de la douleur. Et il y a eu différents travaux de neurophysiologie qui ont montré qu'il y a carrément une réorganisation corticale au cours du syndrome douloureux régional complexe ou communément connu algoneurodystrophie. Toutes les études que vous voyez ici ont été menées et ont eu des résultats positifs sur le phénomène de la douleur. Mais ce qu'on reproche à ces études, c'est qu'elles ont un faible nombre de patients. La seule qui a été donc vraiment intéressante, c'est l'étude randomisée sur 51 patients et on a remarqué effectivement que la diminution de la douleur est réelle et effective. Dans les méta-analyses de 2009, 2013 et 2016, il y a eu un effet positif de la thérapie miroir sur la douleur et la fonction motrice, mais avec un niveau de preuve jugé faible
Et ceci à cause de quoi? À cause de la variabilité des protocoles qui ont été utilisés. Cependant, c'est une thérapie qui reste prometteuse, mais le faible nombre de patients explorés et la diversité des approches utilisées ne permet pas de tirer des conclusions formelles. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de consensus sur les conditions pratiques de réalisation de la thérapie dans le syndrome douloureux régional complexe, par rapport aux consignes qu'on doit donner aux patients, par rapport aux mouvements qu'on doit proposer, et surtout par rapport aux patients qui peuvent, qui comprennent, qui sont coopérants, quelles sont les consignes qu'on doit leur donner pour appliquer cette thérapie à domicile. En pratique, dans l'algodystrophie, on va utiliser, le principe étant le même, utiliser un miroir de taille suffisante de façon à permettre des mouvements suffisamment amples. Par exemple, un miroir 30-40 cm pour la main. Il doit être déposé perpendiculairement par rapport à la table afin d'éviter des déformations de l'image qu'il va renvoyer. Le patient doit être assis confortablement, au calme. Il doit positionner la main saine face au miroir en cachant bien sûr la main atteinte de l'autre côté. Il est très important que le sujet ne voit que le reflet de sa main saine et non la main malade qui est cachée dans la boîte. Lorsque son regard se porte sur le miroir, il a l'impression de voir que ses deux mains fonctionnent normalement. Et pour éviter des incongruences, il est recommandé d'enlever bague, bracelet, montre pour que le sujet puisse se positionner convenablement. Bien sûr, en matière de recommandations, on peut avoir différents types de programmes en fonction des patients. Il est nécessaire d'évaluer la motivation des patients avant de choisir le mode d'apprentissage à domicile. On ne va pas le donner à n'importe quel patient. Il faut bien discuter avec le malade, aborder les croyances autour de ce mouvement et voir comment il ressent la chose lorsqu'on commence à utiliser cette thérapie dans les premières séances. Il est très important d'avoir des approches individuelles et un apprentissage en face à face avec le malade afin de pouvoir répondre à ses questions, le rassurer et l'encourager à faire les mouvements. La thérapie miroir a été utilisée pour la première fois dans notre service en 2013 et c'est cette expérience que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Sur un échantillon de 13 patients qui souffrent d'un syndrome épaule-main au décours d'une fracture du radius distal qui a été traitée par un traitement orthopédique par plâtre, et ceci durant la période de janvier 2013 à mars 2013. On a utilisé la thérapie miroir selon le protocole suivant, 3 séances de 15 minutes par semaine pendant 12 semaines, et bien sûr, nous avons fait appel, pas n'importe quel patient, mais les patients qui ont bien voulu coopérer, car ça nécessite une forte concentration et une collaboration active. Seul un traitement médical a été associé durant cette période où le patient souffrait bien sûr de cette algodystrophie. L'évaluation s'est faite selon l'échelle EVA pour la douleur, un bilan articulaire et un score d'évaluation fonctionnelle, à savoir le score QIC-TACH. Le bilan articulaire donc est exprimé en déficit de mobilité par rapport au côté sain, donc on va l'exprimer sous forme de pourcentage et en fonction de cette diminution, on va voir l'évolution des patients. Le score DASH adapté donc au radius est un ensemble de questions concernant les tâches ménagères, les activités de la vie quotidienne, le travail, etc. Les résultats, donc nous avons dans notre échantillon 9 femmes et 4 hommes, l'âge moyen des femmes étant de 56 ans plus ou moins 8 ans, pour les hommes de 47 ans plus ou moins 5 ans, et bien sûr, donc nous avons essayé d'évaluer. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à remarquer? Quand on a fait l'évaluation de la douleur, nous avions la courbe en rouge que vous voyez, donc concerne le VA après traitement. Et il y avait effectivement une amélioration significative de la douleur entre 2 à 3 paliers selon l'échelle EVA. Chez un seul patient, on a noté une légère exagération de la douleur. Concernant le bilan articulaire, il n'y a pas, alors la courbe en rouge, toujours, c'est la courbe qui concerne donc la progression articulaire, il n'y a pas eu d'amélioration significative sur ce plan. En matière de score fonctionnel, 8 patients sur 13 avaient un résultat bon à moyen.
Donc, c'était plutôt intéressant. Malgré le faible échantillon de notre étude, donc, nous estimons que cette technique peut trouver sa place à côté des autres thérapeutiques, à côté aux traitements médicaux. Elle reste prometteuse avec un impact positif sur les patients et elle peut trouver, comme on vient de le dire, sa place à côté des autres techniques. Elle offre ainsi des perspectives assez intéressantes. On va aussi parler d'autres applications de la thérapie miroir en traumatologie. Donc, comme elle a montré, selon de nombreuses publications, le fait de réaliser des mouvements imagés grâce au miroir, comme ici, suite à un traumatisme sévère du genou, donc ça va aussi participer, améliorer le reflet que va traduire le miroir par rapport au membre sain, va améliorer la récupération du genou opéré. Également au membre supérieur, l'exemple de ce patient de 47 ans, victime d'un accident et d'une fracture ouverte du radius avec luxation radio-ulnaire. Donc, la thérapie miroir a permis d'améliorer la douleur, mais aussi l'amélioration des amplitudes articulaires. Elle a été également testée chez les infirmiers moteurs cérébraux dans plusieurs essais et les auteurs montrent des effets positifs sur le développement de la force musculaire et des capacités fonctionnelles. Au total, il ne faut pas croire que cette thérapie est sans risque. Quelques effets indésirables mineurs ont été rapportés par l'étude Cochrane de 2013. Et bien sûr, il y a des précautions à prendre, notamment dans le cas des personnes fragiles qui peuvent avoir des confusions lorsqu'ils voient leurs membres sains. Il convient donc de prendre des précautions dans le cas des AVC combinant des troubles cognitifs ou de l'humeur, par exemple. Il y a lieu de retenir un certain nombre de messages. Ce sont les suivants. La thérapie miroir ne se substitue pas à l'exercice d'une rééducation classique, mais elle s'intègre avec un protocole complet pour avoir des résultats positifs. Son efficacité résulte dans la simulation mentale du mouvement corrélé au travail bilatéral. L'attention et la coopération du patient sont nécessaires au bon déroulement de la rééducation. C'est une technique qui reste très peu connue. Elle demande à être encore expérimentée, à être développée pour trouver la place qu'elle mérite. On rappellera seulement au final qu'elle ne peut pas correspondre aux patients qui ont des troubles de la compréhension et qui ne sont pas coopérants. Je vous remercie. Bon, merci, professeur Lemay, pour cette excellente communication, très intéressante, qui ouvre d'autres horizons pour la prise en charge des patients, et qui est le principal souci de nos confrères, enfin, du travail. Donc, on passe, si c'est possible, aux questions de l'audimat, si c'est possible. Bon, une question de M. Kamal Hamid Aïtihyoun. Question: avec l'avancée des neurosciences et des IRM cinétiques, la thérapie miroir aura-t-elle des champs thérapeutiques à conquérir? Tout à fait. C'est une thérapie qui est apte. On a vu qu'on pouvait l'appliquer dans différentes pathologies. On peut l'appliquer dans l'AVC, on peut l'appliquer dans le syndrome régional complexe, on peut l'appliquer aussi. Donc, certainement, c'est une avancée majeure. Ce qui reste à définir, par contre, ce sont surtout les protocoles qui ne sont pas encore définis. Et ça mérite des études. Et pourquoi pas faire notre propre expérience et nos propres études pour définir le profil et le protocole à suivre. Une autre question, si c'est possible. Bon, de M. Abdelkader Bourras. Que signifie dissonance entre l'intention et l'afférence visuelle? Les patients apraxiques idéomotrices sont-ils admis pour la thérapie miroir? Bien sûr, quand vous avez, ça c'est tout à fait normal, quand vous avez un patient qui a des troubles apraxiques, qui a un problème dans l'idéation, dans la compréhension, il n'est pas l'indication de la thérapie miroir ne se pose pas. Donc, on a très bien dit que cette thérapie est destinée à des patients qui n'ont pas des troubles de la compréhension et qui peuvent collaborer pour pouvoir l'appliquer enfin.
on continue, je pense. Y a-t-il une autre question? Oui. De Iman Né, je ne sais pas si c'est ça. Merci beaucoup pour le live, mais pourquoi on explique la thérapie miroir sur le membre sain par le membre amputé atteint? C'est quoi le but? Donc, je ne sais pas si elle a assisté depuis le début de la présentation, mais là, il faut savoir que on va vers le membre sain pour leurrer le cerveau, pour tromper les neurones, afin qu'ils puissent pouvoir faire une nouvelle réorganisation corticale et s'adapter à la nouvelle situation. Donc, l'essentiel de la thérapie, c'est le leurre. Donc, on va essayer de tromper le cerveau parce qu'en cas d'amputation, comme on l'a dit, la cartographie cérébrale est toujours là, le membre est toujours là et c'est pour ça, c'est ce qui explique cette discordance et il va y avoir bien sûr ce rejet, il va y avoir cette douleur qui ne veut pas disparaître. Le fait de regarder le membre sain va tromper le cerveau, il va lui faire croire que le membre est toujours là. Le membre, et c'est la première approche, c'est la première étape dans la réorganisation corticale dont on a parlé tout à fait au début. OK. De Madame Nini, qu'on salue au passage. S'il vous plaît, je voudrais bien comprendre pourquoi essayer de tromper le cerveau alors que parmi les principes de la programmation neuromusculaire, il faut suivre le geste du membre atteint avec du regard, surtout pour les hémiplégiques. Alors, nous avons bien dit que c'est une thérapie qui ne se substitue pas aux autres. C'est une thérapie complémentaire qui a des indications précises et une situation bien précise. Nous avons dit qu'elle pouvait avoir un rôle antalgique, d'abord, quand il y a une douleur, quand il y a un problème, donc, puisqu'on est en train de parler ici de l'hémiplégique, et bien sûr, elle ne substitue à aucun moment aux autres thérapeutiques. Notre patient, c'est un patient, on va le prendre dans sa globalité, donc on ne va pas utiliser uniquement la thérapie miroir, mais c'est une thérapie qui est nouvelle, tout comme la réalité virtuelle, tout comme la robotique, et on va essayer donc de l'utiliser à bon escient, avec la bonne éducation et au bon emplacement. On le dit et on le redit, elle ne substitue pas aux autres techniques. Donc, si c'est possible. De M. Jamal Yahya Shrif. Bonsoir. Dans la thérapie miroir et selon les lectures, il existe plusieurs protocoles intéressants. Quels sont, selon vous, la plus adaptée? Vous pouvez répéter, M. Serré? Dans la thérapie miroir. Oui. Et selon les lectures, il existe plusieurs protocoles intéressants. Oui. Quels sont selon vous, la plus adaptée? Alors, il n'y a pas, on l'a dit, il n'y a pas de consensus dans cette thérapie. Alors, on va essayer d'adopter ce que les gens ont déjà fait et c'est pour ça que c'est ça l'intérêt des études, d'avoir repris les études. Donc, on va essayer, le principe est de faire des séances courtes, donc entre 15 et 30 minutes, d'essayer de faire ça plusieurs fois par semaine, donc entre 4 et 5 fois par semaine, et bien sûr faire une évaluation et un bilan. Ça, c'est primordial. Notre bilan, donc le bilan kiné qui est une nécessité donc impérative, il faut vraiment qu'il soit remis à l'ordre et au goût du jour. Et là, j'invite tous les kinésithérapeutes à faire leur bilan. Le médecin MPR doit être là pour contrôler, pour suivre, pour appliquer les autres thérapeutiques, qu'elles soient médicales ou autres, et essayer donc de trouver le meilleur protocole possible. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on dit? On va dire simplement qu'il faut faire des séances courtes, il faut obtenir absolument la collaboration du patient, il faut qu'il comprenne le principe et il faut faire des séances entre 15 et 30 minutes. Maintenant, libre et au kinésithérapeute de choisir des activités, de choisir par exemple le fait d'ouvrir ou de fermer des objets, d'utiliser ou non une balle par exemple. Donc, le champ est libre parce qu'il n'y a pas, encore une fois, de consensus concernant un protocole bien défini. Une autre question de M. Bourras. Que signifie la dissonance entre l'intention et l'afférence visuelle, s'il vous plaît? Oui. Alors, on a dit qu'il y avait justement cette différence entre
ce que l'on voit et entre ce que l'on ressent. Principalement dans le syndrome douloureux régional complexe, il y a vraiment une modification complète. Maintenant, d'ailleurs, c'est-à-dire que l'étiologie neurologique, elle est admise. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une réorganisation complète, donc au niveau cortical, tout comme dans l'amputation, tout comme dans l'AVC. Et alors, entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent, il y a une énorme différence. Il est en train de ressentir une douleur au niveau du membre qui est très importante, qui est très violente, qui est pratiquement insupportable dans certaines situations. C'est la définition même de l'algodystrophie ou du syndrome douloureux régional complexe. Et entre un membre qui est là, donc des afférences visuelles différentes. Grâce à la thérapie miroir, on va lui donner l'impression que c'est un membre qui bouge, que c'est un membre qui est normal. Et c'est ça qui va faire tout l'intérêt de la thérapie. On a un invité, Monsieur Amiri, docteur Amiri. Merci pour l'excellente présentation, professeur Lemay. À quel moment de la prise en charge d'un hémiplégique post-AVC peut-on introduire cette thérapie miroir? Alors, concernant le moment, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va l'introduire, là, il n'y a pas non plus de consensus. L'idéal, c'est de prendre en charge l'hémiplégique post-AVC le plus tôt possible. Donc, comme on a dit, la précocité de la prise en charge est essentielle pour éviter que ces neurones qui entourent la lésion ne meurent ou qu'il n'y ait fuite. Donc, vraiment, on va les intéresser à faire autre chose, on va les détourner de manière fonctionnelle. Il est idéal de placer, je pense que cette thérapie, il est idéal dans l'AVC, je n'en ai pas une expérience personnelle, mais il est idéal de la placer dès la récupération des premières ébauches de motricité au niveau du membre supérieur. Donc, ce serait vraiment intéressant. Et ça, c'est dans les premiers mois, vraiment de façon précoce, dans les premiers mois, l'introduire, ce sera vraiment intéressant. Bien sûr, en prenant les précautions dont on a parlé tout à l'heure. Donc, une autre question de Mohamed Faisal Nidal. Merci pour la présentation, Dr Lemay. La place de la thérapie miroir dans la prise en charge des lésions nerveuses périphériques. Alors, ce n'est pas la prise en charge des lésions nerveuses périphériques elle-même qui est intéressante, mais dans la douleur qui peut accompagner les lésions nerveuses périphériques. Donc, bien sûr, à côté de l'application des autres techniques, cela va de soi, on peut utiliser effectivement la thérapie miroir dans cette situation. D'autres questions, si possible? Sinon, Monsieur Kamal Hamid Aïtihoun, merci professeur, notre souhait est de vous voir parmi nous lors de notre premier congrès. Ah, ça. Ce sera pour moi un immense plaisir. J'ai été très contente par la création de la Société algérienne de kinésithérapie et Monsieur Siari peut en témoigner. Donc, j'ai toujours encouragé les kinésithérapeutes à s'organiser et je suis contente de voir aujourd'hui que cela est fait. Et je souhaite vraiment plein de succès et pour cette société, Inch'Allah. Apparemment, je pense qu'on a terminé. Bon, Monsieur Bourzian Hafsi, merci beaucoup, excellente présentation, très fluide et super intéressante. Merci, Monsieur Hafsi. Merci. Bon, je pense. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Oui. Je suppose qu'ils ont bien appris le contenu par cette excellente présentation. Oui. Donc, on fait la clôture. Oui, on va laisser la clôture. Notre professeur va essayer de clôturer cette communication en espérant la revoir le plus vite possible. Il faudrait l'exploiter. Il y a deux questions. Excuse-moi. Oui. Est-ce qu'on peut... Oui. Une autre question, si c'est possible. Monsieur Boualam, bonsoir professeur Lemay, merci pour la présentation. Est-ce qu'on peut appliquer la thérapie miroir chez l'enfant qui présente un plexus obstétrical du plexus brachial, je pense?
Je pense que ce serait intéressant, mais à condition que l'enfant soit en âge suffisant pour pouvoir collaborer. Ce serait intéressant peut-être de le faire, mais on sait que dans le paralysie obstétricale du plexus brachial, le déficit est essentiellement fonctionnel. Il n'y a pas pratiquement de douleur ou de... Mais ce serait peut-être intéressant de la faire. Je n'ai pas trouvé de publication qui parle de cette utilisation chez l'enfant. Il faut aussi savoir que dans la paralysie obstétricale, ça reste une lésion périphérique. Donc, il faut vraiment qu'elle s'accompagne des troubles périphériques, de douleurs, etc., pour pouvoir l'utiliser. Je pense, hein, ça reste un avis personnel. Je pense qu'on est arrivé un petit peu, je pense, à la fin. On pourrait remercier tout le monde qui nous ont suivis sur le live, en espérant les revoir, je pense, la prochaine fois, c'est-à-dire pour le prochain thème. Inch'Allah. Voilà, comme je laisse la parole au professeur Lemay. Monsieur Yahya Cherif nous dit une bonne continuation. Merci pour cette intéressante présentation. On vous remercie. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci tout le monde, les membres de la société, Monsieur Salim, Monsieur Khalef. Ça a été vraiment un plaisir. Et Inch'Allah, à d'autres rencontres. OK. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. OK. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.